Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Sais-tu à quoi je... Salut à vous tous, internautes de ce monde, et bienvenue sur la chaîne du Babillard. On entend beaucoup parler ces temps-ci de cette fameuse commission d'enquête nationale citoyenne. Non pas par TVA Nouvelles, ni par le Journal de Montréal, mais plutôt par les réseaux sociaux. Notamment, il y a eu la chaîne d'actualité politique du Québec qui a partagé des séquences assez importantes de cette commission. Si je peux penser, par exemple, au témoignage du professeur Didier Raoul, j'avoue quand même que ce n'est pas rien. Du moins, j'espère toujours que cette commission d'enquête va servir à quelque chose. Enfin bref, si je remets ça de l'avant aujourd'hui, c'est certainement pas pour remettre la commission d'enquête nationale citoyenne en question, mais plutôt pour partager un témoignage en particulier, celui d'Amélie Paul, qui avait lieu le 12 mai dernier. Et pourquoi ce témoignage en particulier? Parce que je crois que nombreux d'entre nous ont sans doute dû vivre des choses assez similaires depuis plus de 3 ans. Juste à penser à toute cette division que les médias ont réussi à créer dans la société, à toutes les amitiés brisées et aux familles qu'on a détruites, comme beaucoup d'autres Québécois et Québécoises dans le monde, vous allez vite constater par vous-même qu'Amélie Paul n'a certainement pas fait exception à la règle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Bisous! Je vous souhaite la bienvenue à tous. Mon nom est Louis-Olivier Fontaine, je suis avocat et j'agis aujourd'hui en tant que procureur pour la Commission d'enquête nationale citoyenne. Et nous reprenons après la pause du midi avec le témoignage de Mme Amélie Paul. Donc, bonjour Mme Amélie Paul. Bonjour. Nous allons commencer par votre identification formelle. Donc, je vous demanderai simplement d'énoncer votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Amélie Paul. Maintenant, je vais vous demander de prêter serment. Donc, je vais vous demander d'affirmer solennellement que vous allez dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Donc, Madame Paul, je vais vous présenter en quelques mots. Vous me direz si ma présentation est adéquate. Donc, Madame Paul, vous êtes chanteuse, comédienne, productrice, créatrice de contenu, dont les bulletins de nouvelles humoristiques La Vérité Brutale, et vous êtes également co-animatrice du podcast qui s'appelle En toute franchise. C'est bien ça. C'est bien ça, merci. Alors, aujourd'hui, Madame Paul, vous avez été invitée par la Commission pour témoigner au sujet des conséquences que vous avez subies personnellement au cours de la crise COVID. Donc, à la lecture de votre dossier, on comprend qu'il y a des questions qui vont être abordées au niveau des conséquences que vous avez eues de la censure dont vous avez été l'objet. Alors, ce sera là, l'objet de votre témoignage, oui, cet après-midi. Alors, je vous propose qu'on aille en ordre chronologique, tout simplement. Donc, j'aimerais savoir là, qu'est-ce que vous faisiez avant le début de la pandémie déclarée? J'avais parti une compagnie de booking pour booker des groupes de musique, de cover, dans les festivals, événements corporatifs et tout ça. Puis j'avais passé pas mal tout l'hiver à travailler là-dessus, notamment pour booker mes 2 groupes à moi. Donc, j'avais un bon été qui s'en venait, juste avant que le 13 mars, je crois, que le confinement était annoncé. Donc, c'est ça que je faisais. OK. Et donc, au moment où cette pandémie-là a été déclarée, là, qu'est-ce qui s'est passé pour vous du point de vue personnel, du point de vue professionnel? Là? Comment ça s'est passé, dans vos propres mots? Là? Bien, sur le coup, j'ai eu peur, pas par rapport à ce qui était déclaré, pas par rapport au virus, mais par rapport à tous mes spectacles. J'ai eu peur. Effectivement, ça s'est avéré que tout a été cancellé. Donc, c'est sûr que c'était insécurisant pour un artiste. Tu te retrouves sans contrat devant toi. Mais ça n'a pas duré longtemps par rapport à ce que je voyais qui se dessinait devant moi. Je trouvais que c'était comme une pièce de théâtre, les conférences de presse, tout ça. Moi, mon opinion, j'ai jamais adhéré à ça. Et c'est pour ça que très rapidement, j'ai comme voulu souligner l'absurdité de tout ça à travers des capsules. Ça m'est venu tout seul. J'aime beaucoup faire du montage et étudier en communication, donc c'est quand même mon domaine. OK, donc parlons justement là, de ces capsules-là. Pour quelles raisons vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est que je trouvais ça intéressant, ce qu'on nous disait dans les conférences de presse, qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter d'attraper la COVID.
Et moi, je venais de terminer mes études en naturopathie, donc je trouvais ça très drôle que c'était comme pratiquement tout le contraire pour stimuler un système immunitaire. Alors, pour moi, c'est là que j'ai eu l'idée de faire une capsule qui s'intitulait « Les 11 façons d'affaiblir son système immunitaire », de l'aborder de façon humoristique et sarcastique, soulignant que tout ce qu'il nous disait de faire, pratiquement, ça affaiblissait un système immunitaire, dans le fond. Puis, ça s'est avéré que j'ai fait ça bien naïvement, pour mon plaisir, en fait, et puis ça c'est devenu viral, puis ça a eu beaucoup de succès. Donc, après ça, ben j'ai décidé de continuer dans cette optique-là, de souligner les incohérences, les absurdités que je voyais là-dedans. Oui. Pouvez-vous donner des exemples un petit peu plus précis du sujet de ces capsules-là? Par exemple, je pouvais parler des masques, comment que c'était bon pour la santé de constamment respirer les déchets qu'on expulsait, comme notre CO2, et puis tout ça. J'avais fait une capsule qui posait des 80 questions, il me semble. C'était seulement des questions, mais pour souligner, pour faire réfléchir les gens, puis montrer justement de tout ce qui se passe, pas juste par rapport à la COVID, mais je trouvais qu'il se passait beaucoup de choses dans la société qui faisaient plus de sens. Donc, c'était pour faire réfléchir les gens, mais en humour, parce que si on en parle sérieusement, souvent, les gens adhèrent pas. Puis l'humour, je trouve qu'au Québec, ça va vraiment rejoindre les gens. C'est dans notre culture aussi. Je suis pas du tout humoriste, mais juste de souligner les incohérences de la société, j'avais pas besoin d'être une grande humoriste, là, c'était drôle, là. D'accord, merci. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez continué à faire ça pendant un certain temps? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai continué les capsules d'humour. À un moment donné, j'ai interviewé une biologiste, puis elle m'a dit « T'es bonne pour faire ça, tu devrais continuer. » Donc, j'ai continué à interviewer des gens qui m'inspiraient puis que je trouvais qu'il y avait un message important à apporter parce que moi, je pensais pas que... Je n'étais pas une spécialiste en rien spécifiquement, donc je voulais amener des gens intéressants à partager leur message. Voilà, donc j'ai continué de faire dans l'humour et de faire des entrevues, découvrir des petites perles comme ça sur les réseaux sociaux, des gens que je trouvais inspirants puis que je voulais mettre de l'avant. Parfait. Donc là, si j'entends bien ce que vous dites, jusqu'à ce moment-là, les choses se passent relativement bien pour vous. On est à quelle période environ, là? Si vous vous souvenez? Ça s'est passé bien. Dès le départ, avec la première capsule que j'ai faite, c'est sûr que je recevais des attaques sur les réseaux sociaux, mais c'était des trucs comme complotiste ou t'es un danger public ou des trucs comme ça, mais ça m'atteignait pas plus qu'il faut. Donc, comme tous les autres qui se faisaient traiter de complotistes, là, ça a duré comme ça pendant environ 1 an. C'est sûr que j'ai eu des vidéos censurées aussi, des vidéos d'humour qui se faisaient régulièrement censurées. Je trouvais ça drôle là, quand c'est rendu qu'on peut même plus faire de l'humour, mais rien d'épouvantable m'est arrivé, je crois, avant un article de Radio-Canada qui a été publié le 2 juin. Avant ça... Si vous me permettez, Mme Paul, avant de passer à cet autre sujet-là, j'aimerais ça que vous détailliez un petit peu, vous dites... si j'ai bien compris, juste des attaques en ligne de trolls. Pouvez-vous détailler ça un petit peu plus? Donc, cette partie-là. Puis, vous avez évoqué aussi la partie censure, donc des vidéos, si j'ai bien compris, qui ont été censurées. Ouais. J'aimerais ça que vous détailliez un peu plus ces deux aspects-là. Donc, premièrement, les attaques que vous mentionnez et deuxièmement, les retraits de vidéos ou les censures de vidéos que vous mentionnez. Les vidéos que je me moquais du masque, ça, c'est sûr que ça avait été censuré. Certaines entrevues que j'ai faites, j'avais fait une entrevue avec Guylaine Langto, donc c'est sûr que c'était très controversé, ça avait été censuré aussi. Ce qui parlait de naturopathie habituellement ou ce qui attaquait les mesures sanitaires, ça, c'était un terrain qu'il ne fallait pas toucher. Sinon, les attaques que je recevais, c'était sur les réseaux sociaux. Les médias n'avaient pas commencé à parler de moi, donc tant que ça restait sur les réseaux sociaux, ça me dérangeait pas tant. Mais c'était des trucs comme... je me rappelle, j'avais fait une vidéo pour faire une blague, dire aux gens, portez un masque, puis faites un trou dedans, puis peinturez-vous le visage, comme ça paraît pas. Puis j'avais vraiment eu une médecin qui m'avait attaqué
disant que j'étais un danger de suggérer aux gens de faire ça. Mais les gens ne sont pas stupides au point de faire ça, là. Mais je ne pouvais pas croire parfois les attaques que je recevais. Ben, j'avais un côté naïf aussi en même temps dans tout ça, là, parce que pour moi, c'était de l'absurdité totale. On dirait que je ne réalisais pas que pour certaines personnes, c'était très sérieux, puis il y avait peur. Puis moi, à quelque part, j'étais en train de ridiculiser leur peur. Je n'étais pas consciente de ça, je crois. De façon concrète, quand vous dites une médecin m'a attaqué, juste vraiment d'être très précise, là, c'est quelqu'un qui écrit. Comment ça se passe concrètement? Je crois que c'était sur Facebook, là, ça fait quand même longtemps, parce que ça fait 3 ans, mais je recevais beaucoup de commentaires sur Facebook, surtout là, on voit ça moins maintenant, mais à ce moment-là, c'était nouveau, puis les gens étaient encore dans la peur, puis c'était pas bien vu là, de critiquer les mesures, donc je recevais beaucoup de critiques, puis à un moment donné, sur Facebook, une femme avait dit « Moi, je suis médecin à telle place, puis t'es vraiment un danger public de dire aux gens de faire des trous dans leur masque. » Puis des genres d'attaques comme ça. Là. OK, je comprends. Et très bien. Et encore une fois, concrètement, quand vous dites « les vidéos sont censurées », là, je comprends ce que vous dites, mais concrètement, là, c'est qui fait ça? C'était surtout YouTube qui ferme une vidéo puis qui disent vous ne respectez pas les règles de la communauté. C'est ça. Souvent, ils ne t'expliquent pas trop. À ce moment-là, ils te disaient tu critiques les mesures sanitaires. C'est un petit peu plus spécifique, là. Donc, on pouvait supposer pourquoi quand même. Je dis on pouvait parce que plus ça allait, plus c'était obscur, les raisons pourquoi les vidéos étaient censurées. OK. Et lorsque ça se produisait, est-ce que vous faisiez quelque chose pour en appeler de cette décision-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous faisiez? Oui, il y a tout le temps une façon de faire appel, mais c'est rare que ça fonctionnait. Ça a fonctionné parfois. J'ai fait appel, puis que des vidéos sont revenues. Il faut juste que tu dis « Oui, je fais de l'humour et jamais je ne critiquerai les mesures sanitaires. » Puis là, tu joues du violon, puis des fois, ça fonctionne. OK. Bien, merci beaucoup, Mme Paul, pour ces précisions. Donc, si vous voulez bien, on va enchaîner. On était rendu à vous évoquer un article. Si j'ai bien compris, je vous demanderais peut-être d'élaborer puis de continuer ce sujet-là. Oui. En fait, la première expérience officiellement avec les médias, c'était en janvier 2021 qu'un journaliste de Québécois, cette fois-là, m'avait contacté. Puis lui, j'y avais parlé, bien naïvement. Et puis, on a parlé quand même longtemps, comme dans cette espèce de pré-entrevue, ou je ne sais pas trop quoi. Puis finalement, il a dit, « Écoute, je ne te mettrai pas dans l'article que je veux publier demain, là, je te reviens dans 3 jours. » Et finalement, il m'a rappelé, il a effectivement publié un article dans le Journal de Montréal le lendemain, et j'ai vu des complotistes qui menacent nos... Je me rappelle plus du titre, là. Les complotistes menacent nos structures, ou je sais pas quoi. Et 3 jours plus tard, il m'a contacté, puis là, il m'a comme laissé sous-entendre que si je moussais les mesures sanitaires sur mes plateformes, il disait, tu peux écrire, « Ah, on a bien rigolé, mais il faut quand même respecter les mesures sanitaires et éviter d'engorger les hôpitaux, c'est important. Bon, si tu mets ça, tu vas avoir ton heure de gloire, je vais faire mousser ta carrière. » Et j'ai fait, ben... C'est parce que tu comprends pas comment ça marche. De un, je peux pas faire ça. Puis de deux, quand même, je le ferais, personne me croirait. Là. C'est ridicule. Fait que j'ai... Puis même si je le ferais, il écouterait pas Amélie Paul. Là. Il s'en fout. Là. Je suis pas une gourou. Là. Tu sais, les gens utilisent leur cerveau. Bref, j'ai refusé. Puis finalement, là, j'avais peur. J'ai dit, ça va être publié quand, cet article-là? Tu sais? C'était soit que j'acceptais ou soit qu'elle allait écrire l'article peu flatteur qu'il voulait publier à la base. Il m'a dit que ça allait sortir lundi, puis finalement, il n'y a rien qui est sorti. Donc là, j'ai eu la paix, puis je me suis dit, mon Dieu, plus jamais que je vais faire affaire avec les médias, je veux rien savoir des journalistes. Et jusqu'à temps que ça devait être en mai 2021, Brigitte Noël, après la mort de mon ami Bernard Lachance. Excusez-moi encore de vous interrompre, Mme Vas-y. Paul. Pouvez-vous rappeler, c'était quel média, ça, qui vous avait contacté? C'était un gars de Québécois, au départ. D'accord, de Québécois. Oui. Et c'est à votre décision, mais est-ce que vous aimeriez mentionner le nom de cette personne-là ou c'est vraiment à votre... Moi, j'aimerais mieux pas le mentionner. Je sais pas, j'ai un petit peu peur des conséquences potentielles que ça pourrait avoir.
Oui, vous devancez ma question. Donc, pour quelles raisons vous souhaitez éviter? Oui, c'est ça, c'est par la peur. C'est pour ça que j'en ai pas... J'en ai parlé un petit peu de ça, mais j'ai jamais fait une démarche pour aller plus loin. J'avais... Tu sais, les médiums font peur. Je suis traumatisée, là, je vais le dire. Donc, ouais. Je sais que... Ben ça, c'est juste moi, là, mais je sais qu'ils peuvent aller loin dans ce qu'ils écrivent pour faire du tort à quelqu'un. Donc, voilà. Pourriez-vous justement, sur ce sujet-là, donner des exemples de choses qui ont été écrites sur vous? Je sais que là, on y allait de façon chronologique, Ouais. donc on peut soit continuer de façon chronologique ou s'il y a des exemples que vous voulez mentionner maintenant. Ben mon ami Bernard Lachance est décédé le 11 mai 2021, donc ça fait vraiment exactement 2 ans. Ça a fait 2 ans hier. Puis, ben, c'est sûr que les médias, ils en ont fait toute une histoire, hein, parce que c'est un complotiste qui est mort, là, c'est du sida, puis pour montrer qu'il avait tort, donc c'était merveilleux pour eux. Et puis, quelques semaines après, c'est Brigitte Noël de Radio-Canada qui m'a contactée pour une entrevue. Et j'ai juste même pas répondu. J'ai même pas répondu pour décliner. Parce que je sais en plus qu'elle a une réputation de détruire des gens. C'est pas très constructif, son affaire. Donc, par peur, j'ai juste ignoré. Puis je me suis dit, bien naïvement, elle va peut-être pas en parler si je réponds pas. Et finalement, elle m'a réécrit quelques jours plus tard, puis elle m'a dit, vous savez, Madame Paul, je vais faire mon reportage, peu importe, là, même si vous ne répondez pas, mais je vous le donne une autre chance. Donc, voici les points que je vais traiter. Puis elle a fait une liste. Et puis, elle parlait aussi de conversations privées que j'avais eues avec mon ami. Dans les points, je me dis, ça doit pas être légal de faire ça, de publier des conversations en 2 amis. Elle publiera jamais ça. Et non, finalement, le 2 juin, effectivement, il y a eu un article de Radio-Canada qui a été publié sur le site de Radio-Canada. Puis, au bulletin de nouvelles de Radio-Canada, à 18h, il y a eu un petit reportage également là-dessus qui parlait de moi notamment. Ça laissait sous-entendre que j'étais sa naturopathe parce que j'ai étudié en naturopathie. Et on comme fait l'association que j'étais sa naturopathe, ce qui est faux. C'était mon ami, puis il m'a jamais payé pour des consultations ou quoi que ce soit. J'ai à peine fait des consultations depuis que j'ai eu mon diplôme. C'était pas vraiment la consultation one-on-one qui m'intéressait. Moi, c'était plus pour moi-même guérir d'un problème de santé que j'avais. Donc, voilà, je n'étais pas du tout la naturopathe de Bernard. Ils ont aussi laissé sous-entendre que j'y vendais des produits naturels pour guérir du sida. Mais Bernard, qu'on soit d'accord avec lui ou non, il militait pour dire que le VIH ne donnait pas le sida et pour lui, il n'y avait pas le VIH. Donc, ça ne fait aucun sens de dire qu'il prenait des produits naturels pour guérir du VIH. Et il prenait des produits naturels comme moi. On prenait la même chose comme un maintien quotidien parce qu'il était un petit peu comme moi. On aimait ça parler de santé, de naturopathie, tout ça. Puis on a une amie commune qui nous vendait ces produits-là. OK. Encore une fois, je me permets de vous interrompre. Donc là, vous nous parlez d'un article qui a été rédigé par Mme Noël Ouais. au mois de juin, mais qui parle d'un sujet tout autre. Là. Donc, est-ce que vous avez... pour quelle raison vous pensez que tout d'un coup, on décide d'écrire au sujet d'Amélie Paul et d'un de ses amis? Est-ce que vous avez une hypothèse? Pour quelle raison cet article-là a été écrit, selon vous? Ben, comme pour tous les autres dits étiquetés complotistes, c'est pour démolir leur réputation auprès du public, là, pour pas qu'on ait une crédibilité, pour pas que les gens viennent nous écouter, j'imagine, dans nos vidéos, sur nos plateformes. Je peux juste présumer que c'est ça. Et comment vous vous êtes senti? Quels ont été les effets sur vous de la publication de cet article-là et de ce reportage-là? C'est sûr que j'étais démolie. Non seulement j'avais honte, parce que je me disais, je fais honte à toute ma famille, à mon entourage. Je fais du tort à ma mère, qui luttait contre le cancer, puis c'était très difficile pour elle à ce moment-là. Les gens ont boycotté le restaurant de mon chum, donc ça a fait beaucoup de problèmes dans mon entourage, mais moi, au point de vue personnel, bien, j'étais devenue une infréquentable. J'avais l'impression que j'avais la lèpre. Là. On ne pouvait pas s'associer à moi. C'était comme une mise à mort sociale, si on veut.
J'étais rendue responsable de la mort de Bernard Lachance, puis encore aujourd'hui, ça fait 2 ans, je reçois des attaques de gens qui disent « T'as du sang sur les mains, t'es responsable de sa mort, ta place est en prison. » Ça n'a jamais vraiment arrêté. Au-delà de ça, au point de vue professionnel, quelques jours après l'apparition de cet article-là, mes chaînes YouTube ont été fermées, 2 chaînes YouTube, que c'était quand même mon gagne-pain. Ensuite, mes spectacles de musique, parce que l'été 2021, les spectacles recommençaient et j'avais quelques spectacles de bookés, ça recommençait, j'étais contente. Et puis, finalement, ça a été cancellé. Point de vue naturopathique non plus, j'avais trop peur. Je faisais déjà pratiquement aucune consultation. Puis là, je voulais plus du tout en faire parce que ça valait pas la peine pour le peu d'argent que je faisais de faire des consultations puis de dire un mot de travers et puis d'avoir une poursuite du Collège des médecins. Parce qu'après la mort de Bernard, je recevais... Puis ça, c'est juste moi qui le suppose. Peut-être que c'était du vrai monde, mais je trouvais ça très louche. Je recevais des demandes de gens qui me disaient... J'ai reçu peut-être 3 demandes de gens qui me disaient « Je suis séropositif, est-ce que tu pourrais me conseiller des produits naturels pour arrêter ma trithérapie? » En tout cas, c'était pas très subtil, je trouve, là. Mais j'ai préféré... je me suis dit « Bon, c'est terminé. » Puis je sais qu'il y a plusieurs naturopathes et des personnes dans la santé holistique qui ont arrêté de pratiquer aussi à cause de ça, la chasse aux sorcières. Donc là, si on parle, par exemple, de vos revenus professionnels, on parle des chaînes YouTube qui sont fermées, qui étaient une source de revenus pour vous. On a parlé des spectacles. On a parlé de la pratique en naturopathie qui a été, disons, diminuée, fortement diminuée. Arrêtée, carrément. Arrêtée, d'accord. Votre groupe de musique, est-ce que ça a continué? Comment ça s'est passé? En fait, à un moment donné, peut-être, je ne sais plus trop, 2 mois après cette saga, peut-être un petit peu avant, les choses, je commençais à aller mieux, parce que j'ai disparu peut-être 1 mois ou 2. Là. Et là, j'avais un spectacle qui s'en venait avec mon groupe à Repentigny. J'étais contente. J'ai dit, tiens, je vais publier ça sur mes réseaux sociaux, ça va changer d'air, puis on peut quand même pas m'attaquer parce que j'ai un spectacle. Et puis, finalement... on était à quelle période, là, si vous en souvenez? Il me semble que c'était peut-être fin juillet, ça. Si je me souviens bien, parce que c'est arrivé le 2 juin, puis j'ai laissé un petit temps. Fait que, en tout cas, c'était peut-être en juillet, je dirais fin juillet, que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'avais ce spectacle-là. Et là, il y a des petits soldats, des pages célèbres de gens des haters, là, qui sont sur notre dos tout le temps. Je ne sais pas si vous voulez des exemples, mais exemple, Xavier Camus, les Illuminés du Québec, toute cette gang-là. Ils ont appelé les commanditaires de l'événement où je jouais pour leur faire peur, pour leur dire « Vous engagez une complotiste. » Et donc, eux, ils ont dû émettre un communiqué comme quoi « Calmez-vous, on ne s'associe pas aux propos d'Amélie Paul et ne viendra pas ici. » Donc, ce spectacle-là a été cancellé et immédiatement après, ça, il y a eu un article dans Le Soleil là-dessus. Et ensuite, il y a eu j'imagine que ces gens-là ont fait des recherches parce que je ne l'avais pas annoncé nulle part, mais j'avais un spectacle en Gaspésie en première partie d'Éric Lapointe, ce qui est d'autant plus ironique. Éric Lapointe, c'est quand même pas un enfant de cœur, mais en tout cas. Et donc, là, même chose, ils ont reçu l'événement, le président de l'événement, ils ont reçu des appels pour dire, sûrement la même chose, je ne peux pas dire qu'est-ce qu'ils disent exactement, mais lui, il a dû m'appeler, puis il a dit « Amélie, je suis obligée de te canceller, là, mon CA est sur mon dos, puis ils reçoivent des appels, puis bon. » Donc, ils ont cancellé ça. Et à partir de ce moment-là, mes musiciens ont dit « Écoute, on ne jouera plus avec toi, là, parce que là, on risque notre carrière. » Donc, ils m'ont comme mis dehors de mon propre groupe que j'avais parti, ma propre compagnie. Et après ça, bien évidemment, on a cancellé les autres spectacles qu'on avait de prévus pour cet été-là. Et sentez-vous bien à l'aise de répondre ou de ne pas répondre? Mais là, donc là, je comprends plusieurs sources de revenus qui disparaissent. Aujourd'hui, comment vous vous en tirez? Bien, c'est les gens qui me font des dons. J'ai un petit peu de revenus publicitaires de YouTube parce que j'ai ouvert une autre chaîne.
Mais c'est pas pareil comme avant, parce que maintenant, il y a beaucoup de shadow ban. J'ai pas de preuves, mais c'est ce que je crois. Pouvez-vous expliquer à la commission ce que c'est? Oui, du shadow ban sur Facebook surtout et YouTube, c'est qu'ils te permettent d'exister, si on veut, mais ils vont te suggérer moins dans le feed d'actualité des gens. Tu vas avoir un petit peu moins de visibilité. Donc, j'ai un peu de revenus de YouTube, de Facebook, mais c'est surtout les dons du public, dans le fond, qui me gardent en vie. Donc, quand je fais des capsules, je demande des dons, puis les gens m'encouragent. Donc, ça montre d'autant plus qu'il faut que tu restes intègre et vrai quand ton revenu dépend des gens qui t'écoutent. Donc, dans la chronologie, on a parlé là, de l'article de Mme Noël, on a parlé de plusieurs sujets. Est-ce qu'il y a d'autres sujets plus loin dans la chronologie que vous souhaiteriez évoquer, mentionner devant la commission? Et dans quelques minutes, on devra laisser la parole aux commissaires qui auront peut-être aussi des questions là, pour vous. Bien, je crois que ça fait le tour. Il y a aussi dans la musique, moi, j'ai pas les preuves concrètes de ça, mais mon gérant, à ce moment-là, quand il essayait de faire le tracking radio de ma musique, c'est-à-dire de contacter les radios pour faire passer mes chansons, disons, les 2 grosses radios à Montréal, une dit « Nous, on joue pas à Amélie-Paul ». Puis une autre, le directeur musical avait accepté de jouer ma chanson, mais il a dit « J'ai les mains liées, j'ai pas le droit de jouer ». Alors qu'on pourrait débattre et dire « Mais c'était pas une bonne chanson », mais elle avait atteint le numéro 1 de iTunes Canada, donc elle devait être popée. Donc, dans le fond, c'était grâce aux gens sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas eu aucun appui, évidemment, de la radio et du mainstream. Là. C'est sûr que personne ne veut me jouer. Puis, personne ne va parler de moi. Une question qu'on pose souvent à la fin des entrevues, c'est comment les choses auraient pu être faites autrement pour que ça se passe mieux pour vous. Là, je sais que ça s'est passé difficilement pour vous, mais est-ce qu'il y a une pensée, une réflexion qui vous vient, comment les choses auraient pu mieux être faites? Après l'histoire de l'article de Radio-Canada, j'ai essayé de contacter des journalistes et mon gérant, à ce moment-là aussi, avait essayé avec ses contacts de contacter quelqu'un qui me permettrait de donner, moi, ma version, parce que moi, on se parlait tous les jours, Bernard et moi. Donc, je veux dire, moi, je savais la vérité, je l'aurais dit, puis il n'y aurait pas eu de problème, mais il n'y a jamais personne qui a voulu m'interviewer ou avoir ma version. Alors que les sœurs à Bernard passaient dans les médias, à Paul Arcand, à Denis Lévesque, mais Bernard ne leur parlait plus depuis 6 ans, je pense. Donc, c'est là que c'était louche. Tu sais, je veux dire, il aurait dû me donner aussi droit de parole pour me défendre, mais j'ai jamais pu me défendre dans cette histoire-là. Donc, si vous aviez pu avoir un droit de réplique, un droit de parole, les choses se seraient mieux Mais passées. je pense que c'est pour tous les sujets dont on traite, c'est ce qui manque. C'est le débat dans les médias. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Il devrait avoir les 2 côtés représentés dans les médias, puis c'est pas le cas. Même si quelqu'un passe pour un fou complotiste puis qu'il y a des théories farfelues, ben laissez-le s'exprimer, il va se discréditer lui-même. Le mensonge se discrédite par lui-même. Je pense que c'est une très bonne conclusion à votre témoignage, Mme Paul. Je vais laisser la parole aux commissaires s'ils ont des questions pour vous. Merci beaucoup, Mme Paul, pour votre témoignage. C'est touchant et c'est troublant. Dans une société, on s'attendrait que nos artistes explorent des nouvelles avenues, soient créatifs et nous amènent à penser en dehors de la bien-pensance, disons. En tout cas, quand j'étais jeune, c'est ça qui était le plus populaire. Bon, j'avoue que je n'ai pas tellement suivi les derniers temps, j'ai été un peu déconnecté. Mais j'ai quand même constaté que ce soit dans le milieu de la musique ou du théâtre ou d'autres formes d'expression artistique, ça semblait assez restreint. Dans votre milieu artistique, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres artistes comme vous qui ont pris ce risque ou ont eu cette naïveté, je ne sais pas, vous avez mentionné naïveté, de s'exprimer parce que vous trouviez que cette situation-là était absurde? Bien, il y en a très peu. Au tout début de la pandémie, il y a Lucie Laurier qui s'est prononcée contre.
Puis elle en parlait... C'était pas farfelu ce qu'elle disait, là, c'était très logique. Et puis, elle a été cancellée immédiatement. Puis elle était déjà établie, était très connue, donc elle avait beaucoup à perdre quand même. Elle a servi peut-être d'exemple, parce qu'après ça, très peu de gens se sont prononcés. Il y a Guillaume Lemaitre-Vierge qui avait juste dit « Non, je ne suis pas encore vacciné, j'attends un vaccin québécois. » Je pense que c'était Medicago à ce moment-là. Juste le fait qu'il voulait attendre, et il était aussi maltraité par les médias, il a perdu une grosse commandite. Donc, je pense que tous ces gens-là ont servi d'exemple pour dire « Ne dites rien si vous ne voulez pas perdre votre carrière et vos acquis. » Et justement, des artistes qui étaient connus pour parler contre le gouvernement, si on veut, être des rebelles, des non-conformistes, bien, soudainement, ils étaient devenus ultimes conformistes. C'était quand même assez spécial. Est-ce que ça suggère finalement que la communauté artistique est un peu limitée dans sa capacité de s'exprimer, étant donné les formes de rémunération auxquelles ils peuvent accéder, qui passent peut-être par des canaux gouvernementaux ou des firmes qui contrôlent peut-être un peu plus les messages? Bien, vu que le Québec, c'est un petit marché, que ce soit dans le cinéma ou la musique, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que ça fonctionne beaucoup par subvention aussi, même pour les artistes. Donc, oui, c'est difficile. J'imagine qu'ils préfèrent se taire et de ne pas risquer de tout perdre. Ou même si ce n'était pas des subventions, si tu n'as plus l'appui des radios et des médias, bien, c'est la fin. Hein? C'est la fin de ta carrière. Ou, en tout cas, c'est plus difficile. Ça n'est pas la fin, mais c'est beaucoup plus difficile. Pour reprendre le commentaire que M. Méloni faisait ce matin dans son ouverture, à savoir que beaucoup de gens disent maintenant, bien là, c'est fini, on passe à autre chose. Est-ce que vous sentez que maintenant, c'est libre, puis là, on peut s'exprimer assez bien avec différentes formes artistiques? Est-ce que c'est terminé? Absolument pas. Point de vue artistique, en tout cas, du milieu artistique, il y a peut-être une ouverture. Donc, les organisateurs, peut-être qu'ils ont une ouverture, puis ça ne leur dérange pas, mais c'est un risque à prendre au niveau corporatif. Les commanditaires des événements, ils risquent de se faire attaquer, puis personne n'a envie de prendre un risque. Donc, j'ai l'impression que c'est la loi du silence. Tout le monde sait que l'autre sait, mais on fait semblant. Ça, c'est juste mon impression. Et vous pensez que ça va durer combien de temps? Est-ce qu'on va sortir de ça bientôt? J'ai aucune idée. Bien naïvement, j'espère que oui. J'espère que la vérité va triompher, puis qu'on va s'en sortir, puis que justice sera faite. Mais j'ai aucune idée. Et qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, pour que ce milieu artistique-là sa parole soit libérée? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive dans notre société? Bien, vu qu'on ne peut pas rien faire avec les médias, que de toute évidence sont contrôlés par le gouvernement, faudrait que tous les artistes se mettent ensemble. Mais c'est comme dans n'importe quel milieu. Là, je parle des artistes. Dans tous les milieux, si tout le monde se serait tenu ensemble, ça aurait tombé, toutes ces histoires-là. Mais il y a eu division en deux camps. Alors, tant qu'on n'est pas tous ensemble, je crois qu'il est là le problème. Maintenant, la question, c'est, vous avez mentionné qu'au début, lorsque vous avez observé ce qui se passait avec le lancement des mesures pour contrer la pandémie, de votre point de vue, ça vous apparaissait pas crédible et que vous avez fait le commentaire que peut-être vous étiez un peu naïve à ce moment-là. Après 3 ans, est-ce que vous êtes sorti de l'âge de l'innocence? J'ai eu des beaux cadeaux évolutifs en 3 ans. Oui. Je suis tout aussi naïve. Mais dans le fond, ma naïveté à ce moment-là, c'est que je pensais pas que c'était grave ce que je faisais. J'avais pas conscience que ça passerait pas en société. Merci infiniment. You want to have a question? Oh, okay. Good afternoon. C'est bon, je comprends. Pas besoin de traduire. Ah, mais il faut que je traduise pour les gens. OK. Given the treatment that you got from the social media and the media, have you got any kind of an opinion as to what the recent amendments to the Broadcasting Act through Bill C-11 might have on your future?
Est-ce que tu veux le traduire ou je peux le traduire? Mon opinion par rapport à la loi C-21, les conséquences que ça peut avoir pour mon avenir étant artiste, c'est ça, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est ça, si j'ai bien compris. Je pense que c'est un petit peu une loi déguisée pour éventuellement avoir encore plus de contrôle sur le contenu des réseaux sociaux, puis contrôler la désinformation. Donc, quand tu dis pas dans le sens du gouvernement, dans le sens du narratif accepté, je présume que c'est de la désinformation. Donc, est-ce que ça va leur ouvrir la porte pour plus de censure? C'est ce que je pense, mais je peux me tromper. Je crois pas que c'est nécessairement pour le bien des créateurs de contenu canadiens, là. Ça serait mon petit côté naïf qui croirait à ça. The other, or second part to that question might be with regard to new music in Canada. Most of the new music coming out by emerging artists is funded by the government through grants and assistance, and most of the festivals are got government funding in them. Can you comment on what kind of an effect that has on artists like yourself and making a decision whether or not they're going to have protest music? You know, they used to have protest music when I was about your age, and there isn't any of that anymore. Donc, la question, c'était, étant donné que la plupart des artistes sont financés par des subventions gouvernementales, quel sera l'impact sur les artistes qui protestent? C'est ça, si j'ai bien compris. Ben moi, personnellement, j'ai aucun espoir de toute façon d'avoir une subvention, puis j'en voudrais pas. Donc, ça me touche pas. Pour ce qui est des artistes, ben il y en a qui font leur bout de chemin sur les réseaux sociaux, puis tu peux encore dénoncer par la musique. Je pense que c'est la meilleure façon, en fait, dénoncer dans des paroles de chansons. Je crois que ça passe beaucoup mieux. J'allais dire l'erreur que j'ai faite, c'est pas une erreur, mais de dénoncer à travers des capsules d'humour ou en parlant directement, puis en disant « c'est une fraude », ça passe pas. Mais à travers une toile ou à travers une chanson, je crois que ça peut encore passer, mais l'idée, c'est de passer par les nouveaux médias, les réseaux sociaux, puis de faire ton bout de chemin par toi-même. Je crois que c'est l'avenir aussi. On ne peut pas tenir pour toujours. Je ne crois pas que ça va continuer, ça, les subventions pour... Les gens commencent à allumer puis se détacher de cette fausseté-là. C'est des artistes qui n'ont pas rien fait durant tout ce temps-là, qui n'ont même pas soulevé peut-être quelques questions, qui n'ont rien dénoncé. Je sais pas. Je peux pas dire. Mais moi, personnellement, je veux pas de subvention, puis je suis pas là-dedans. Je veux pas d'être du gouvernement. J'aurais juste aimé peut-être avoir la permission de jouer à la radio ou de faire des spectacles, au moins de pouvoir jouer dans des endroits sans qu'on appelle les commanditaires là, pour les harceler. Mais voilà. Ça, c'est ma situation. Pour les autres, ils ont juste à être dociles, puis ça va bien aller. Thank you. Donc, en terminant, Madame Paul, il ne me reste plus qu'à vous remercier au nom de la Commission d'enquête nationale citoyenne pour votre témoignage. Merci. Je suis conscient que ça peut générer beaucoup de stress, d'anxiété, de venir témoigner de votre expérience personnelle. Alors, je vous félicite pour votre courage et votre intégrité. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité. C'est à quoi tu penses quand t'entends mon balance? Je pense chez moi sur le perron dehors. Quand je vois le vent qui se balance fort sur ma balançoire.